Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Joseph Jout, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur Pierre-François Sildon, Messieurs, Dames les membres du gouvernement, Messieurs, Dames les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, bienvenue à cette cérémonie spéciale marquée par la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, une journée, on va dire, complètement dédiée par les Nations Unies à la cause de la lutte anticorruption, une lutte qui aujourd'hui, plus que jamais, constitue une véritable nécessité par rapport au mal que aujourd'hui ce fléau constitue pour notre société. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a eu à rappeler cela lors d'une assise. Il a eu à affirmer que la corruption est une menace et donc une trahison ultime de la confiance publique. Et en ce qui nous concerne, c'est véritablement une cause profonde, voire même sérieuse pour notre société. Maintenant, c'est dans ce contexte que l'ULCC a jugé utile, par rapport à l'importance à ce jour d'organiser cette cérémonie dont le contenu consiste spécialement à rendre hommage à certaines personnalités qui ont rendu service à ce pays. Certaines personnalités, que ce soit au niveau de l'État ou encore de la société civile, qui se sont fait remarquer par leur rectitude, leur intégrité, voire même leur sens patriotique. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Maintenant, sans aucune autre forme de procès, je vous invite tous à vous lever, tandis que nous invitons l'artiste Alexa à venir nous chanter l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Merci, mettez-vous. À présent, accueillons le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans son discours de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, Monsieur le Premier ministre, Joseph Jout, Monsieur le ministre
de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, M. le ministre de la Justice, Maître Roquefort Vincent, M. le Président du Sénat de la République, M. le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les représentants du BINU, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, distinguées autorités judiciaires et policières, Mesdames, Messieurs les responsables des organes de contrôle de l'État, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Rétablir avec intégrité, tel est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour marquer la journée internationale de lutte contre la corruption. La première phrase prononcée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans sa déclaration circonstancielle, expose la façade la plus pervertie, le visage le plus honteux et le côté le plus immonde de ce mal tentaculaire qu'est la corruption. Il dit, et je cite, « Acte criminel et immoral, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. » Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Je veux aujourd'hui, à l'instar du secrétaire général des Nations Unies et sur les pas décidés du premier mandataire de la nation, son Excellence Jovenel Moïse, dire crûment que la corruption est la plus grande indignité que puisse subir un peuple. Elle est la conséquence directe de toute cette terreur provoquée et instrumentalisée que nous vivons aujourd'hui. Combattre la corruption se veut synonyme de renonciation à ce modèle d'État qui prévaut depuis des siècles. Combattre la corruption, dis-je, est une conviction patriotique digne de tout Haïtien pétri et convaincu du sens de la République. La corruption qui nous gangrène aujourd'hui, qui met à genoux nos institutions, qui est le fruit de comportements qui remontent à la fondation de cet État, est systémique, elle est globale. Elle s'assimile à un phénomène social total en ce sens qu'elle possède, qu'elle captive, qu'elle neutralise non seulement nos faits et gestes, mais pire, elle domine et elle contrôle nos pensées. Il convient de comprendre que cette corruption totalitaire est vieille de nombreuses décennies. Il ne s'agit pas de gouvernement, il ne s'agit pas de président de la République, il ne s'agit pas non plus de Premier ministre, encore moins de directeur général de l'UNCC. Il s'agit plutôt et fondamentalement de systèmes qui se régénèrent, un système qui prend d'assaut les plus grandes parts de l'État, un système qui prend les grands contrats publics, les grands prêts et placements des organismes de l'État, un système qui priorise et qui renforce un petit groupe au détriment du plus grand nombre, un système, affirmé-je, qui relègue au second plan les dépourvus de rang, les dépourvus de titres, de grades, les sans nom et les sans prénom, un système corrompu, indigne, impie et injuste qui interdit aux plus modestes d'avoir un projet de vie. Il est donc temps d'attraper le taureau par ses cornes, au risque, on le savait tous, en prenant nos fonctions, de se faire blesser. C'est un devoir vis-à-vis de la nation, c'est une responsabilité citoyenne. Ce matin,
Quoique les efforts méritent d'être amplifiés, l'ULCC peut s'enorgueillir, en dépit de son jeune âge, de sa participation active dans la lutte contre la corruption en Haïti. Nous sommes les géniteurs de tous les grands procès de corruption effectués durant ces 15 dernières années en Haïti. Les scandales passés au niveau de l'ONA en 2008, en 2014, en 2019 et en 2020, de l'OAVCT en 2011, du CONATEL en 2013, de l'EDH en 2014, du CFI en 2016, du BMPAC en 2016 et en 2017, du ministère des Affaires sociales en 2018 et bien d'autres encore faisaient tous objet d'enquêtes assorties de rapports hautement techniques dûment acheminés à la justice. En ce jour, je suis fier de saluer par devant le chef de l'État, par devant le Premier ministre, par devant cette belle assemblée et par devant toute la nation haïtienne, les enquêteurs de l'ULCC dont jusqu'à présent les noms ne sont maculés d'aucune souillure. Étant en première ligne, sous mes directives de la bataille acharnée contre la corruption, les enquêteurs risquent leur vie et celle de leur famille. Ils méritent, en juste considération de leur sacrifice patriotique, la reconnaissance et la haute gratitude de l'État. Avec ce courage et cette détermination sans faille qui nous anime, la poursuite de cette croisade contre ce fléau se renforce pour sauver, épargner chaque sou, chaque centime appartenant au trésor public. Pourquoi l'unité de lutte contre la corruption décide de lancer une enquête de conformité sur l'octroi de la carte de débit dans l'administration publique qui, selon les récentes déclarations du chef de l'administration publique, Monsieur le Premier ministre, est une source de corruption. L'ULCC, par ailleurs, veut savoir et saura si tous les grands contribuables qui bénéficient de certaines largesses, de certains vérificateurs, payent toutes leurs taxes conformément à la loi fiscale. Car derrière toute fraude fiscale peuvent se cacher un pot de vin, un trafic d'influence et un abus de fonction. Ceux qui manipulent les fonds publics, ceux qui ont accès à ce qui revient au peuple haïtien, doivent désormais savoir que l'ULCC, qui selon la loi est le principal gendarme anticorruption de la République, que ses yeux sont rivés droit sur eux. Sous cette nouvelle direction générale, l'ULCC fait peau neuve et s'inscrit dans la modernité. En témoigne la section de l'investigation numérique que nous venons d'instituer conformément à l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui nous autorise à mettre à profit toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. L'ULCC désormais se veut dynamique, ouverte et plus consciente de ses attributions spéciales et particulièrement importantes que lui confère le décret du 8 septembre 2004 portant sa création. S'il est évident qu'en l'état actuel de pourrissement de la situation qui est la nôtre, la répression doit être mise en avant, néanmoins, vu que, au niveau de ce gouvernement, nous disposons pour l'avenir, vu que nous priorisons les approches résilientes et durables, vu que nous avons cette dette envers les générations futures, j'ai lancé, comme le veut l'administration Moïse Joute, plusieurs activités éducatives à vertu transformative, notamment la campagne de sensibilisation contre la corruption dans toutes les écoles publiques et privées, ainsi que les conférences départementales sur la corruption. Il s'agit là, mesdames, messieurs, de provoquer une révolution éthique pouvant faire comprendre à nos enfants qui représentent l'avenir de ce pays que voler l'État, c'est certainement voler.
que la corruption est une perversion, qu'elle est une malédiction qui divise, qui frustre, qui marginalise et qui déshumanise. Haïti dispose d'un arsenal juridique anticorruption suffisant pour affronter ce vice. En plus des conventions interaméricaines et onusiennes sur la corruption dont l'État haïtien est partie, nous avons la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine et le décret du 8 septembre 2004 qui a créé l'ULCC et qui lui confère un mandat clair, ferme, notamment en faisant des agents de l'institution des officiers de police judiciaire capables de constater les infractions de corruption, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les déférer à la justice. Et pour accomplir cette mission importante, le directeur général, qui est le premier enquêteur, peut requérir directement le concours de la force publique. J'en profite pour informer, sinon rappeler à la police nationale d'Haïti, représentée aujourd'hui par son directeur général, qu'elle est tenue légalement, de répondre hâtivement à toute sollicitation de l'ULCC pour toute éventuelle recherche et tout défèrement d'auteurs ou de complices d'actes de corruption à la justice. En ce jour important, je veux également m'inspirer de la 11e phrase prononcée par le secrétaire général des Nations Unies, toujours dans son allocution en l'occasion, dans laquelle il appelle à la création d'un espace civique dynamique et d'un accès ouvert à l'information qu'il estime nécessaire, essentiel dans ce combat transnational. Sur les fondements de cette déclaration, je convie d'une part les citoyennes et citoyens à s'interroger sur les valeurs civiques qui doivent guider leur comportement dans la communauté. Et d'autre part, je sollicite solennellement, par devant toutes les grandes autorités de ce pays, la collaboration de l'administration publique avec l'ULCC et les autres organes de contrôle. Toute réticence et tout refus, c'est la loi qui le qualifie, constitue une infraction pénale appelée entrave au bon fonctionnement de la justice. Je vous invite enfin à faire vôtre de cette revue scientifique dénommée Transparence, dont les contributions tant externes qu'internes traduisent l'idée de créer cet espace de civisme, d'échange, de débat constructif, de promotion des valeurs intellectuelles et morales et d'informations utiles pour cette nouvelle construction qui est entamée sous le leadership du président de la République. Une nouvelle construction qui ne saurait être effective sans des modèles d'hommes et de femmes qui ont refusé la corruption en primant l'honnêteté dans leur vie et dans leur parcours. Pourquoi l'ULCC honore ce matin ces personnalités exemplaires, drapées de dignité, de grandeur et de beauté pour ce qu'ils représentent pour ce pays, le dernier rempart moral. Je m'en voudrais de terminer sans saluer, au nom du conseil de direction de l'ULCC, le support entier du président de la République, du Premier ministre, de mon ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, dans cette vaste opération de toilettage important de l'administration publique que nous conduisons au niveau des organes de contrôle de l'État. Pour une administration publique assainie, transparente, efficiente, respectueuse de la loi, rétablissons avec intégrité. Je vous remercie.
Maintenant, place au ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, dans son discours de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le protecteur du citoyen, Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de contrôle de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, directeurs techniques et cadres de l'ULCC, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs. À l'instar de beaucoup d'autres pays sur la Terre, nous célébrons aujourd'hui, ce 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption. Cette journée qui ouvre un espace à la réflexion autour de ce phénomène social, politique et économique complexe offre à l'ensemble du gouvernement une occasion supplémentaire de réitérer avec force son engagement de se dresser sans trêve ni répit contre la corruption sous toutes ses formes. À cette fin, la volonté sans cesse témoignée du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est sans équivoque. Et malgré les limites objectives qui pèsent encore sur nos moyens, nous sommes en mesure d'affirmer que nous nous attelons à bras-le-corps à combattre toutes les manifestations de ce terrible fléau qui ne cesse de gangréner notre société dans tous ses fondements. Ainsi, nous sommes bien en phase avec le message délivré cette année en la circonstance, comme vient de le marteler le directeur général de l'ULCC. Dans ce message, le secrétaire général des Nations Unies dit ceci: rétablir avec intégrité, pour souligner que seule la mise en place de mesures efficaces d'atténuation de la corruption permettra un meilleur rétablissement, tout en insistant sur le fait qu'un rétablissement inclusif de la COVID-19 ne peut être réalisé qu'avec intégrité. C'est donc dans la perspective de ce rétablissement de notre société que nous voulons en prendre occasion pour exhorter l'unité de lutte contre la corruption à poser des actes clairs de lutte contre la corruption par l'augmentation du nombre d'enquêtes et de cas de corruption déférés à l'audience d'un jugement. L'ULCC doit tout mettre en œuvre en vue d'appliquer la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration du patrimoine, tout en ayant souhait de préserver la dignité des fonctionnaires et des personnalités politiques. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons être en mesure de garantir la transparence dans la vie politique et administrative et en même temps protéger le patrimoine de l'État. Plus que jamais, il nous faut agir et dans certains cas, il nous faut oser agir pour faire appliquer la loi en vue de libérer le pays des entraves de ce mal qui déstabilise l'État et qui tue l'espoir de meilleurs lendemains pour nos populations modestes.
L'ULCC se doit d'être ferme dans cette rude bataille contre la corruption que nous menons sur tous les fronts. Elle doit être en mesure d'alerter à temps tous les fonctionnaires tenus de déclarer l'état de leur patrimoine et de sévir en cas de retard en appliquant les pénalités financières conformément aux dispositions légales prévues en la matière. Je voudrais à ce stade rappeler la nécessaire complémentarité qui doit exister dans les actions que les entités étatiques impliquées dans le contrôle sont appelées à conduire. Dans ce même objectif, le ministère de l'Économie et des Finances s'emploie à renforcer les structures de contrôle interne afin de prévenir des actes préjudiciables dans le système des finances publiques et de renforcer la soutenabilité budgétaire. À cet effet, nous sommes en train de déployer des contrôleurs financiers et comptables publics au niveau des collectivités territoriales et des structures déconcentrées dans les départements en vue de les aider à mieux gérer les ressources budgétaires mises à leur disposition. En même temps, nous comptons d'augmenter et renforcer les moyens de la Direction générale des impôts et de l'Administration générale des douanes afin de mieux les armer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et dans une moindre mesure la contrebande qui affecte considérablement les revenus de l'État et favorise du coup la concurrence déloyale qui ne peut que nuire à l'économie et au développement du pays. La DGI et l'AGD sont donc instruites d'intensifier leurs actions de contrôle ciblées et de renforcer leur système d'information en vue d'améliorer le recouvrement des recettes fiscales et douanières. Le ministère de l'Économie et des Finances s'engage à soutenir tous les efforts de ces deux institutions visant à promouvoir le civisme fiscal. Dans le registre spécifique de la lutte contre le blanchiment de capitaux, avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement entend lancer en février 2021 une évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et des réformes recommandées par le groupe d'action financière des Caraïbes. Cette évaluation permettra d'identifier d'une part les faiblesses dans les textes de loi existants et d'autre part de faire évoluer et d'adapter au regard de la législation et la réglementation internationale applicable en la matière. En cette journée internationale consacrée à la lutte contre la corruption, il me plaît de rappeler à votre attention que la corruption, quelle que soit la forme qu'elle revêt, constitue un acte criminel, immoral, qui trahit la confiance publique, freine le développement économique, favorise la criminalité organisée, nuit à l'intégrité du secteur privé et prive l'État de fonds nécessaires à mener la lutte contre la pauvreté. L'ULCC d'aujourd'hui doit éviter de reproduire les clichés du passé pour évoluer vers un combat réel, efficace, en toute indépendance et impartialité, afin d'atténuer les effets de ce fléau qui paralyse l'élan de notre société vers la croissance et le développement. Elle doit agir en supprimant toutes immunités et privilèges de juridiction depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la phase de jugement pour tous les auteurs de faits de corruption et assimilés. En ce sens, elle aura le plein soutien du ministère de l'Économie et des Finances pour agir, avec tous les moyens que cela nécessite pour permettre au pays d'avoir une meilleure note dans le classement mondial sur l'indice de perception de corruption et projeter ainsi une nouvelle image sur la scène internationale. La prévention et la lutte contre la corruption nécessitent une approche globale qui ne peut se réaliser que dans un climat de transparence, de responsabilité et de participation de tous les acteurs de la société. Fort de cette vérité, nous profitons de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption pour demander au secteur privé, aux médias, aux organisations de la société civile ainsi qu'à la population de s'unir au gouvernement afin de constituer une seule force, une seule intelligence pour faire reculer ce fléau
qu'est la corruption et ouvrir toutes grandes les portes de l'avenir du pays au souffle du progrès et de l'essor collectif. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est justement le moment d'accueillir le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans son discours de circonstance. Merci, asseyez-vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président Boniface Alexandre, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'ULCC, Mesdames, Messieurs les enquêteurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption n'est pas anodine. C'est le témoignage d'une volonté de sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau. En ce 9 décembre 2020, vaincre la corruption reste encore une question incontournable qui nous concerne toutes et tous. Vu la complexité de ce phénomène, plusieurs assises internationales sont régulièrement organisées en vue de trouver la formule la plus efficace pour éradiquer ce mal de nos sociétés. La corruption, lorsqu'elle règne en maître, prive la société d'écoles, d'hôpitaux, de logements sociaux, d'infrastructures routières, d'électricité et décourage les investisseurs étrangers. Elle sape les bases de l'état de droit et encourage la fraude, l'évasion fiscale, la contrebande, la sous-facturation au niveau des douanes. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables au développement durable. Mesdames, Messieurs, il y a 16 ans déjà que l'État haïtien, dans le cadre de la Convention interaméricaine et de celle des Nations Unies contre la corruption, a créé un organisme autonome à caractère administratif, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. La mission principale de cette institution est de combattre toute forme de corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Cet outil a aussi la vocation de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles, comme je ne cesse de le répéter.
La corruption engendre la pauvreté. Elle est une gangrène à combattre avec la dernière rigueur. La corruption est un crime contre le développement. Elle porte atteinte à la réalisation des droits humains. Elle engendre l'inégalité des chances entre les citoyens en satisfaisant l'intérêt privé au détriment du collectif. Aujourd'hui, le pays doit se féliciter de voir que cette bataille contre la corruption est menée à la base, dans ses fondements, jusque dans ses racines profondément ancrées dans nos traditions. La plus grande bataille aujourd'hui contre la corruption consiste à libérer l'État et l'administration publique. Libérer l'État et l'administration publique des griffes d'une oligarchie corrompue. Qui capture l'État depuis des lustres. Ces oligarques corrompus empêchent que l'État soit au service du peuple. Ils utilisent l'État et ses institutions à des fins exclusivement personnelles. Donc, l'une des principales missions de l'unité de lutte contre la corruption est la libération de l'État et de ses institutions. Des contrats juteux ont été revisités de fond en comble. Des jouisseurs permanents de l'État ont été questionnés puis démasqués pour rendre possible une meilleure redistribution de nos ressources. Je n'ai pas le moins de doute que l'histoire retiendra que moi, Jovenel Moïse, j'ai eu le courage de regarder en face ce que j'appelle les vautours du système. Ces kidnappeurs des ressources publiques. Chaque coup reçu, chaque soi-disant ami devenu ennemi, renforce ma conviction de faire de cette bataille contre la corruption un sacerdoce. Car il s'agit de la cause républicaine et c'est la plus noble qui soit. Je sais combien nous, Haïtiennes et Haïtiens, aimons ce pays. Je sais combien nous nous sentons bien lorsque nous sommes chez nous, en Haïti. Alors, faisons de ce pays un espace où il fait bon et beau vivre. Travaillons à retrouver notre fierté de peuple. Travaillons à mettre, je dirais, à laisser aux générations futures une administration publique dédiée au service public, au bien-être des plus nécessiteux. Réveillons la conscience citoyenne qui est en nous pour construire ensemble ce pays dont nous rêvons tous. Chaque citoyen a son rôle à jouer dans cette bataille, car la corruption implique au moins deux personnes, un corrupteur et un corrompu. Il nous appartient toutes et tous, ici et maintenant, de décider de la société dans laquelle vivons cette génération et celle à venir. Nous sommes appelés à réinventer notre avenir dans ce pays. Aussi, j'entends mettre la jeunesse à profit dans la lutte contre la corruption, notamment nos élèves, les plus jeunes d'entre nous. Ils sont l'avenir et l'espoir de la nation, le gage de ce nécessaire vivre ensemble. D'ailleurs, le choix fait du nouveau directeur de l'ULCC en témoigne notre engagement à la jeunesse haïtienne.
À l'heure actuelle, il est fondamental que nos professeurs, nos parents soient aussi sensibilisés sur la nécessité d'éduquer les enfants sur les valeurs d'intégrité, d'éthique, de responsabilité, de civisme et de citoyenneté pour une transformation intégrale de la société de demain. Apprenons à nos enfants le sens du travail et ses vertus. Apprenons-leur que voler l'État, c'est hypothéquer le développement durable. Ils doivent être conscients que commettre des actes de corruption constitue un crime qui compromet leur avenir et celui de leur père. Nos élèves, nos enfants doivent être convaincus que s'enrichir illicitement est un déshonneur qui jette dans l'affliction et dans la misère bon nombre de leurs semblables. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et hauts cadres de l'administration publique, avoir l'opportunité de gouverner implique aussi une lourde responsabilité. La responsabilité de ne jamais céder à l'individualisme. On dirige par l'exemple. Nous ne devons jamais cesser de travailler à améliorer nos résultats. Nous devons mener une action collective et effective contre l'atomie de la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Privilégions le bien commun, le bien-être collectif. Sem ak frem kap vivent dans le pays, tant que tout ça kap vivent dans la diaspora. C'est pour nous parler. C'est pour nous dénoncer. Dénoncer les gens qui demandent nous l'argent en bas-table pour nos services dans le bureau de l'État. Parce que j'ai eu bouche payée, pas qu'à servir encore. Il faut que nous dénoncions tout. Là, nous connaissons un monde qui a détourné l'argent de l'État, matériel de l'État, pour régler les affaires personnelles, avec la famille, aux amis. C'est devant nous toutes. Moi, je connais que ça m'a donné un pile courage, un pile détermination, un pile bravoure. Parce que là, c'est gros chefs, gros autorités qui ont matériel de l'État, par exemple. La caillou. Ou même directeur départemental, ministre, directeur général, travaux publics, nous qu'on paie ou bien nous gêner pour nous prendre. L'on paie ou nous gêner ou c'est complice. Ça veut dire ou sont corrompus. Même gens avec les gens qui fait là. Prendre job l'État, c'est pour un engagement devant le peuple là, pour servir. Et pour servir, c'est là où il y a une capacité pour mettre bien l'État au service. Et Jean qui a fait ça, c'est là où bataille pour empêcher les gens de prendre bien l'État pour servir tête par eux. C'est là où gourmet pour empêcher le groupe de gens de prendre bien l'État pour servir tête par eux. Il faut que je dise à nous connaître que nous avons une responsabilité pour nous toutes entrer dans la bataille contre la corruption dans le pays. Nous songeons qu'il y a des décisions, moi-même, président, je prends des décisions pour prendre. Tant que nous avons changé, ancien directeur général électricité d'Haïti dans le pays. Nous voyons qui s'est passé. Les décisions prennent pour que le président CSPN ait mobilisé la force publique pour que le bureau EDH pas de bouler. Parce que tout le monde qui est dans le service de renseignement dans le pays a été connaît. Si je soit ça, l'État pas de prendre l'électricité d'Haïti, je dis à nous pas bien bureau EDH ça en bas, l'État boulé.
Pendant un mois et une semaine, poteau électrique coupé dans tout le pays, transformateur tombé, employés DH par-ci par-là à travers tout le pays, levé campé. Nous t'es campé ferme. Parce que nous t'es quoi? Les machines, t'es besoin de l'autre chauffeur. Et de jour, une décision ça prend pour arriver aujourd'hui, moi quoi tout le monde, tout haïtien, ni ça qui vivre ici, ni ça qui vivre l'autre bord de l'eau, nous avons changement dans les affaires courantes dans le pays. Et pourtant, ILCC, on peut ouais pour fouiller, j'ai regardé. Dans 20 millions de dollars, ça qui t'a dépensé pour Blackout. Aujourd'hui, nous pouvons dépenser 10 millions de dollars pour bailler lumière. Pendant tout le temps, ça, ILCC, qui ça comme ça t'a fait? Et côté le t'a allé, qui est-ce qui t'a mangé? Moi, je crois que aujourd'hui, Jean, un gros proverbe français qui dit, directeur ILCC, aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre des années. Ou soit parler, nous coûter. Et ou parler tant que garçon. Garçon, canson. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour moi, pays, il y a des jeunes qui comprennent, qui route que nous voulons faire l'État. On l'État pesé sous ça, un système côté nous voulons convertir en l'État serviteur, un système que nous voulons mettre au service majorité. Mais pour nous mettre, il faut nous travailler pour que nous ne pas casser feuille pour couvrir ça. Directeur général et DH Chita là, il faut l'expliquer comment tout courant ça baille dans le pays pour 6 millions, 7 millions de dollars. Il faut le dire pour qui ça. Blackout là t'a baille pour 20 millions de dollars. Pour LCC fouiller, j'ai regardé sur ça. Pour voir comme ça, combien de cas il bâti, combien de gros cas il a acheté dans le pays étranger, combien de gros bateaux il a acheté, gros yachts, belles bagailles, belles meubles, belles bijoux, l'argent peuple là. Bataille ça, pour mettre lumière dans le pays, c'est ce qui permet à la génération qui vient venir, tout le monde qui aujourd'hui, dès qu'on a la lumière, les fêtes patronales, les fêtes décembre, les gros chefs qui viennent dans plusieurs grosses villes dans le pays. Aujourd'hui, si les gens commencent à dormir dans la lumière, ils lever dans la lumière. Et l'État a dépensé 20 millions de dollars, ils ont dormi dans le fait noir, ils ont levé dans le fait noir. Explication ça, il faut que le peuple connaisse pour qui ça. Si les gens ont dormi dans le fait noir, ils ont levé dans le fait noir, et l'État a dépensé 20 millions de dollars. Il faut que le pays d'Haïti comprenne pour qui ça. Dans le budget national, là, chaque année, toujours gagné 240 millions de dollars qui dans le budget pour Blackout. Aujourd'hui, dans le budget national, là, 240 millions de dollars, ça a dépensé comme ça doit, mais pour bailler lumière. Ça, moi, je pense que on petit fouillé, j'ai regardé. ILCC, la donne, pas t'a dérangé. Au contraire. Ça t'a arrangé, nous, permettre la génération qui venir comprendre qu'il y a des bagages à faire, il faut payer pour eux. Parce que 20 millions de dollars, c'est 20 millions de dollars dans tout pays sur la terre. Aujourd'hui, avec 20 millions de dollars, si nous te dit de mettre dans l'éducation, une salle de classe construit 30 000 dollars. Diviser 20 millions par 30 000, ouais, chaque mois, combien de salles de classe pour tout le monde? Ministre de l'Éducation nationale, là, mais il dit que le pays a besoin de 70 000 salles de classe pour nous faire offre scolaire, là, vu une réalité, à une vérité, pour tout le monde qui a l'école gratis, tout bon vrai.
Jean-Maman loi pays a dit ça. Si vous prenez 30 000 dollars en salle de classe, vous multipliez par 12, ça vaut 360 000 dollars pour l'école. On dit pour mettre cafétéria et autres. On dit là 500 000 dollars. 20 millions qu'a construit 40 l'école chaque mois. Regardez depuis qu'il est l'État dépensé 20 millions. 2008, 2009, 2006, 2007, même oublié depuis qu'il est. Et pourtant, tout le monde a parlé de persécution politique. Et pourtant, personne n'a pas prendre courage à demain pour dire ça inacceptable. Et c'est rôle nous aujourd'hui, à la journée 9 décembre, ça, pour nous dire que pour l'État camper comme seul homme, derrière, dos, directeur général du LCCA, pour pas besoin de garder derrière, pour pas peur, parce que les garçons sont en train de parler là, moi son garçon pas comme peur. Pour nous capables de chercher comment l'argent ça dépensé comme ça doit. Il y a un rapport qui fait, rapport 2015, dans les affaires d'électricité. Pour commander, font-ils électricité sur le rapport ça. Même les rapports à gros en pile, même le résumé exécutif. Et je connais la carrière, il y a un monde pour ça, qui pour lire, pour comprendre bien comment l'argent ça a été dépensé. Pour qui ça, aujourd'hui, c'est 6 ou bien 7 millions de dollars. Il y a un résultat là aujourd'hui. Nous pas dit nous pas dépenser 20 millions. Mais les nous arrivons dans 20 millions, tout le pays a presque fini, mais 24 sur 24. Ça veut dire que l'État n'a pas qu'à dépenser pour groupe monde riche, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine sociale, de pour manger l'argent de l'État mal, c'est pour y arrêter. Quel que soit le monde. Et pas oublier, leur corruption vire contre tout directeur général. C'est un coup son âme nucléaire qui vire contre. Moi-même, je ne pas la voir là. Je ne sais pas sur les corruptions virées contre. Ça veut dire les nègres viennent offrir gros bagages ou pas d'accord. Ou dit non. Mais où doit faire pays et les comme ça virer contre. Vous comprenez comment le virer contre? Les virer contre dans l'assassination caractère. Non fait mentir sous. Non fait 10 ça pas ça pour détruire. Mais il faut avoir une capacité pour camper. Parce que l'État derrière. Tout le monde qui peut derrière, qui peut faire que, même si gros l'argent dépensé, même gens ça saute fait pendant 2 dernières années dans le pays, compte les gens qui campent qui parlent devant là. Il y a des jours, je me lever, je me garder dans la glace pour me demander est-ce que c'est de moi à parler. Mais nous plier, nous pas casser. Et nous pas là pour ne pas persécuter personne. Nous avons toujours dit ça. D'ailleurs, moi je dis que le dialogue là est permanent. Il faut nous jouer une solution pour nous mettre le pays sur route. On bon gens, négociation, dialogue avec frères nous seuls nous qui dans la politique. Mais les affaires réformes, il faut nous mettre à côté. Réforme pas dans le dialogue politique. Réforme pas dans les affaires négociation politique. Un gros taureau qui a pillé l'État, c'est sous côté pour eux. Ou là pour mettre en prison ou même. Les gens qui sont dans la politique sont l'autre bord pour nous négocier, pour nous diriger le pays. Il faut nous suspendre, mélanger les bagages. Et c'est triste ça que je dis, nous demander qui pour faire dans le pays. Pour que les gens qui te comprennent que c'est l'État. Pour qu'on ait un moment arrivé aujourd'hui, l'État a dirigé. Parce que le pouvoir, cela s'exerce. Le peuple bon pouvoir s'exercer pour exercer. Il n'y a pas bon pouvoir pour prendre, pour demander aux gens qui ça pour faire. C'est la loi pour Boussolo, et puis à partir de ça, la loi dit pour exercer le pouvoir. C'est pour me dire, je connais quoi travail
directeur général de l'ULCC. Je connais quoi faire pile travail avec l'équipe. Même vle dire tout depuis le monté président. Ça me dans tête moi et c'est lui qui arrive faire jodi, c'était dépolitiser l'ULCC. Jodi a mon ULCC qui est indépendant. Un ULCC qui a une tête, qui est capable de mener une quête livrée, qui est capable de chefouiller et regarder côté livré. Parce que le pays, pour nous quitter le petit monde qui est venu, pour nous, mon pays, même gens, à tout l'autre pays, il faut que aujourd'hui nous commencer à travailler. Il faut nous comprendre que Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, ce n'est pas la République du Cap-Haïtien, de Caille, de Jérémie, de Port-au-Prince, de Jacmel. Haïti, c'est la 5e section communale de Saint-Marc, la 2e section communale d'Anse-Deno. Haïti, c'est pour les gens qui étaient loin. Les gens que vous considérez pas les gens, c'est pour eux les tout. Il faut nous mettre Haïti, l'État et l'administration publique au service de ça. Combien de sections communales dans le pays? Combien de communes dans le pays que l'État est absent? Combien de quartiers populaires dans Port-au-Prince côté l'État absent? Mais pour l'État présent de tous côtés, il a besoin d'argent. Et comme ça, pas qu'à nommer monde. Comme ça, il faut nous ramasser pour le rester au service du peuple. Mais pour le faire, il faut institutions qui là, nous renforcer. Nous avons besoin des institutions fortes dans le pays. Mais nous n'avons pas besoin d'hommes forts. Il faut renforcer les institutions et les hommes doivent être au service de ces institutions. Un pays que nous tous rêvons, son pays côté qui a une harmonie, un pays qui a gagné bon vivre, côté monde capable de vivre tant que monde. Mais ce n'est pas ça qui a passé aujourd'hui. Comme président, je ne suis pas là pour me constater, ni critiquer. Je suis là pour m'agir. Et c'est ça que je fais. C'est pour ça, dans les affaires route, dans les affaires courant, dans les affaires de l'eau, c'est pour ça que dans les affaires réformes qu'on fait, problème qu'on a dans le pays, on met en place loi pour institution qui a bien marché. C'est ça que je fais. Et c'est ça que nous devons faire, nous tous, qui avons servi l'État aujourd'hui. Nous tous, qui avons notre job l'État, nous tous, c'est des serviteurs publics que nous sommes. Nous tous, nous l'avons pour nous servir. Tout le monde, même genre, depuis Haïtien. Que Haïtien qui est riche, que Haïtien qui est pauvre, c'est pour nous servir tout Haïtien. Et nous tous, qui dans l'État, nous ne sommes pas là pour nous faire représailles sur le monde parce que nous sommes dans la démocratie, le monde qui est dans la politique, pour idéologie politique, pour conviction politique. Nous là pour nous servir toutes, même gens avec le monde qui allié pouvoir, même gens monde qui est dans l'opposition. L'État là pour servir tout le monde. Parce que les peuples haïtiens sont seuls liés. Il n'y a pas l'État qui est là pour servir le monde qui pour le président Jovenel, ou bien pour pas servir le monde qui contre le président Jovenel. L'État est là pour servir tout le monde. Et c'est ça, moi je dis, là m'a parlé de négociation politique, moi je dis que réforme, pas qu'à la négociation politique. Réforme qui pour faire et qui commence à faire pour nous, administration publique, un l'État qui est au service de la population, un l'État qui est au service du peuple. Il faut que réforme ça, il faut le faire sans prendre souffle. Il ne faut pas jamais camper. Même moi-même, dimanche, je suis au Saint-Nicolas. Chaque jour, je prends une décision qu'on y a dans le travail. Ou bien, dame n'a pas là, mais je connais que demander ça, chance ça, pour pendant peut-être, si temps ça me rete, pour me travailler 7 jours sur 7. Parce que je crois que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de présence sur nous. Nous-mêmes, fonctionnaires publics, gros monde dans l'État, que le peuple a payé, qui a une grosse machine, une grosse sécurité, déplacée. Regardez comment il y a vu dans tout le coin pays. Pour nous comprendre que la population aujourd'hui a besoin de services. Et lutter contre la corruption, c'est pas un discours pour lier. C'est dans fouiller, j'ai regardé de tous côtés. À regarder dans l'administration publique, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le nord-est, dans le nord, dans la Tibonite, dans le centre.
sud-est, Grand'Anse, sud-Nip, dans tout le département pays. À regarder pour nous. Faire des visites surprises, ministres, déplacer le bonjour. Nous n'avons pas besoin de dire qui côté nous aller. Et puis, là, nous arrivons par exemple, nous quitter la caille à 5 h du matin. Pour 8 h pour nous, dans la ville, un ministre qui a pour tout l'autre. À regarder comment l'administration publique dans la province, comment elle a fonctionné. En pile, le monde prend job l'État pour aller travailler en province, et pourtant, c'est n'importe quoi sur l'État. Ça, c'est corruption. L'on toucher l'argent de l'État ou refuser de travailler pour lui. Je pense que, je dis, c'est important pour nous prendre date ça comme un symbolisme qui permet nous goumer pour nous mettre l'État au service majoritaire, au service sans voix, moun qui pas défendre tête yo. C'est nous-mêmes, l'État, c'est rôle nous. Et c'est pour ça moi-même, comme premier fonctionnaire public pays, nous voyons comment mettre bâton pèlerin de tous côtés. Parce que malgré les yeux, pour moi, abus que le système ça fait moun depuis des décennies, j'en suis dit le directeur général. Système ça tue le pays. Et le système ça, je me dis, et m'a répété le matin encore, il faut le craser. C'est la seule chance pour le pays. Pour soutien ça. Les durs difficiles. Pour gagner des réalités pour nous vivre. Mais pourtant, c'est ça. Yo visible, tout le monde connaît. En pile monde comprendre. Comment pour nous comprendre qu'un pays qui a environ 12 millions de monde, il y a 25% qui ne pas gagné acte de naissance? Ça ne va pas faire personne. 3 millions d'Haïtiens qui ne pas gagné acte de naissance. Décision qui prend le ministre de la Justice qui là, je pense que le ministre c'est pour mettre en 4 ou même seul, pour assurer, je nous te dis, dans l'office national d'identification, songez, pour assurer que chaque semaine, il y a 50 000 frères noirs qui ont Baptiste. Assurez sur ça, pour que le mot d'ordre soit respecté. Ce n'est pas possible. Chaque ça nous est rangé. Problème Baptiste, ça, nous ne pouvons pas commander rien. Mais nous prenons décision pour nous ranger dans 2 mois, 15 en nous ranger. Parce que moun ça, c'est moun yo même Jacques. Comment pour vous faire pour avoir un acte de naissance? Et puis ça va dire ça veut dire pas identifier. Moi je crois que aujourd'hui c'est un gros jour. Parce que lutter contre la corruption, c'est mon travail petit. Et seul ça me comme satisfaction. Moi, je vois que pile le monde commence à comprendre. L'ambassadeur de l'OEA qui est là avec nous aujourd'hui, je sais que l'OEA est en train de travailler pour trouver des fonds pour l'ULCC. J'encourage ce processus parce que nous avons besoin des moyens financiers pour lutter contre la corruption aussi. Parce que cette corruption que nous sommes en train de connaître dans le pays, elle est sophistiquée. Il faut gagner des moyens sophistiqués pour nous combattre les tout. Aux grands mots, les grands remèdes. C'est pour ça, je crois qu'aujourd'hui, l'État, au plus haut niveau, nous décidons, nous camper derrière un morceau de fondement public à la police nationale. DG police là, je peux le comprendre. Et je crois nouveau directeur, la police qui sous nouveau leadership, ça parle pour accompagner l'État. Parce que la police, c'est bras armés que l'État a gagné pour mettre l'ordre côté des ordres. Je crois que l'État que m'a dirigé, l'État que je rêve quitter pour le pays, sont l'État qui va le servir, sont l'État qui doit au service majoritaire. Et l'État, ça, pour le service majoritaire, il faut jamais se dire là, administrateur public, gros chef dans l'État, il a commencé à comprendre que l'État, ce n'est pas grande ville seulement. Même je me dérivé, dans la deuxième section communale, Mol Saint-Nicolas, je dirais première section communale, dans la localité Côte de Fer, Gon lycée, c'est 2 noms que le lycée là. Même Jean Timoun, lycée Jean Rabel, lycée, lui, Joseph Janvier, qui était venu joindre moi, Mol Saint-Nicolas, qui vous me dit, président,
nous pas local. Ça veut dire, si moun ça yo, si moun lycée la découverte dans Mall Saint-Nicolas, si moun lycée bombardement de police qui dit yo pas un bloc sanitaire. Mais si moun ça aussi on pas venir président, venir ministre, venir. Mais là on pas un bloc sanitaire. Nous comprenons que ça veut dire. Tout le monde peut parler. Je dis c'est pour nous peser parce qu'il pète déjà. Nous pas capable former des gens qui peuvent diriger l'État et puis pour pas gagner là où fait besoin physiologique, il n'y a pas de côté pour faire. Ce n'est pas possible. Il faut que le ministre de l'Éducation nationale là, cap garder cap tendre là, Premier ministre là, faut nous revisiter tout lycée dans le pays pour nous qui côté qui a problème ça combien un bloc sanitaire coûte. Tout ça bataille qu'on va faire contre la corruption, l'argent ça va venir servir pour permettre une campagne menée contre ça pour que gagner bloc sanitaire dans tout le pays, dans tout le lycée, dans toute l'école nationale qui est dans le pays. Parce que si nous voulons former des citoyens avec dignité, Jean-Ministre économie et des finances, sont dit pour nous respecter dignité avec intégrité fonctionnaire public, on nous respecte dignité avec intégrité de l'école. Parce que c'est eux qui viennent nous-mêmes. Combien de nous là l'école lycée qui était dans l'école nationale et je dis que je suis là dans la salle ça. Salle ça, il y a aujourd'hui à mon cap diriger le pays qui est là-dedans. Les plus hautes autorités de ce pays, ils sont là, je dis. Je crois que c'était important pour nous faire toutes remarques ça dans la journée ça. Parce que pour le directeur général du LCCA, connaît que le job là, pas facile la même. Et vous pouvez joindre un pile résistance, un pile gros amis, j'aime toujours dire, qui a passé par derrière pour joindre un téléphone, pour faire par la voix, éviter dans un restaurant, pour boire du vin, aller chiter dans un gros salon. Mais, ouvrez les yeux, regardez, est-ce que moun sa paye impôt sur le revenu? Est-ce que vous payez taxes qui contraire avec l'État? Est-ce que contraire avec l'État, contraire respecté? Ça est important. Pendant qu'on boit du vin, on doit poser une question ça tout. On est ça. Ça est important. Le ça, il y a connaît pour son directeur général qui a fait job, qui respecte tout, qui veut que ton pays meilleur. Pour jeunes même j'avoue. Pour tout le monde qui est jeune pas sauver. Je crois que il est important. Enfin, aller pour me rendre hommage à tout le monde qui va honorer matin. Tout le monde, gros personnalité ça, gros haïtien ça, qui pas jamais ménager temps énergie avec effort dans le service pour payer un service public de qualité. Je dis que l'État les reconnaissant envers. Je suis fier que matin, nous pouvons l'honorer pour loyauté, pour intégrité, pour assiduité dans le service que vous avez fait pays. Que mon Dieu bénisse Haïti, Haïti. Merci encore. L'ULCC, je parle de Maître Pigeot, directrice des opérations. Je parle de Madame Saint-Surin, directrice administrative et financière. Voilà, mesdames et messieurs, pour un premier récipiendaire, j'appelle Maître Boniface Alexandre. Maître Boniface Alexandre, par respect pour la fonction qu'il a occupée, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Maître Boniface Alexandre est né le 31 juillet 1986 à Cantier. Il a été président de la République 1936, pardon. Oui,
président de la République, ancien président de la République, ancien président de la Cour de cassation, professeur de droit dans toutes les universités, bon, la plupart des universités. Il a passé plus de 52 ans de carrière dans l'avocature. Personnage remarquable, honnête, intègre. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Merci, rassoyez-vous. Pour un second récipiendaire, permettez que j'appelle Maître Eddy Daran, magistrat Eddy Daran. Né le 8 février 1963, il a étudié le droit à la FDSE de 1988 à 1992, puis il a intégré le barreau de Port-au-Prince en 1993. Il a intégré la magistrature en 1995 et y est resté jusqu'à aujourd'hui. Et au moment où l'on parle, il est juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Je vous demande l'applaudissement. Pour un troisième récipiendaire, j'appelle, ou son représentant, Madame Odette Wafonmoin. Née le 13 juin 1917, diplômée de l'école normale d'institutrice en 1935, elle a fondé la première école préscolaire haïtienne en 1946 et en 1955, elle publie son premier livre, Morale et instruction civique, et depuis, elle a consolidé son engagement dans le domaine de l'éducation. C'est un monument vivant, il faut le reconnaître. Eh bien, c'est quelqu'un qui a toujours prôné les valeurs liées à l'éthique et au civisme. Donc, l'ULCC la remercie pour sa contribution dans la lutte contre la corruption. Applaudissez, s'il vous plaît. Madame Marilyn B. Alien. J'appelle Madame Marilyn B. Alien, ou son représentant. On dirait qu'elle n'est pas là. De toute façon, c'est quelqu'un qui aussi a travaillé dans ce domaine, qui a milité pendant un certain temps. Elle est la présidente de la Fondation Héritage pour Haïti, une institution qui a existé bien avant l'ULCC, soit qui a été créée en 1998. Donc c'est une militante, je dirais, convaincue, convaincante. Donc elle a contribué dans la lutte contre la corruption, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Maintenant, il est temps de saluer la mémoire de certains personnages qui, de leur vivant, ont été aussi remarquables. C'est pour cela que l'ULCC a jugé utile de les honorer, de leur rendre hommage, même si c'est de manière posthume. Pour un premier personnage, je parle de Maître Montferier d'Orval. Maître Montferier d'Orval, qui fut un grand professeur d'université, docteur en droit, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, disparu, comme vous le savez. Donc l'ULCC a estimé bon de lui rendre hommage. Je donne lecture de sa plaque d'honneur. Un hommage posthume au bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferier d'Orval, figure emblématique de la justice en Haïti, qui s'est illustré par son engagement pour l'état de droit en Haïti
sa profondeur intellectuelle, son intégrité et sa contribution dans la lutte contre la corruption. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et aussi, on a le plaisir d'honorer la mémoire de magistrat Mimose Alexandre, qui fut magistrate à la cour d'appel, disparue récemment. Elle est née le 17 décembre 1960, décédée le 13 juin 2020. Ancienne juge de la cour d'appel, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, membre fondateur de l'ANAMA, elle faisait partie de la première promotion de l'école de la magistrature 1997-1998, licenciée en droit et certifiée en sciences de l'éducation. C'est quelqu'un qui s'est signalé aussi par son dynamisme dans cette bataille contre la corruption. Je voudrais donner lecture de sa plaque d'honneur, magistrate Mimose Alexandre, janvier, qui s'est illustrée par sa contribution substantielle à la lutte contre la corruption et par son parcours exemplaire dans la magistrature haïtienne. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et en dernier lieu, nous avons l'ULCC a décidé d'honorer un de ses membres. Je parle de Marc Alberto Derricas, effectivement, qui est assistant-chef de service d'audit avec 13 années d'exercice de service à l'ULCC, recruté comme vérificateur au service d'audit et de points focaux, suite à sa participation à un concours organisé en mars 2007. De septembre 2015 à nos jours, il a été promu chef de service et s'est toujours fait remarquer par sa discipline, sa disponibilité, sa régularité et son sens des relations humaines. Donc l'ULCC a tenu de lui rendre hommage aussi en ce jour. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été quand même, on a fait le tour des différents. On a effectivement honoré les personnalités visées dans le cadre de cette cérémonie. C'est le moment maintenant de vous présenter l'institution, à savoir l'ULCC. Et c'est ici qu'on appelle Maître Marc-Alain Durozo, Maître Marc-Alain Durozo, qui a été choisi pour le faire. Je vous demande de l'écouter attentivement. Merci. Il y a eu un lapsus, je tiens à le rectifier, c'est pas l'ULCC qui va présenter, c'est la revue de l'ULCC. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et à toutes. Je suis effectivement Marc-Alain Durozo, responsable du service juridique à l'unité de lutte contre la corruption. Mais ce matin, j'interviens surtout comme en qualité de membre du comité de rédaction de la revue Transparence, que vous avez tous, j'espère, à votre disposition, qui a été distribuée par les agents du protocole sur chacune des tables sur lesquelles vous êtes. Donc j'interviens comme membre du comité de rédaction de cette revue Transparence, dont la première parution officielle coïncide avec la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption dans le monde entier. Donc la revue Transparence, mesdames, messieurs, c'est avant tout un nom. Donc un mot même presque magique, transparence. Donc l'ULCC, depuis sa création en 2004, prêche inlassablement l'évangile de la transparence dans la gestion de la chose publique. Donc dans cette lutte contre la corruption,
dans le combat pour la bonne gouvernance et l'état de droit, la transparence est une alliée incontournable. Donc il n'y a pas suffisamment de transparence, il faut davantage de transparence. L'ULCC a voulu que ce nom, au-delà de sa simplicité et de son esthétique, sonne comme un manifeste, une sorte de leitmotiv. Transparence aussi, c'est parce que l'ULCC veut un débat transparent sur le phénomène de la corruption. Donc un débat sans langue de bois. Conformément à sa mission légale et d'éducation, de prévention de la corruption, l'ULCC, à travers cette revue, veut s'ouvrir aux citoyens, aux universitaires, aux acteurs publics et privés, aux professionnels et chercheurs de tous horizons que la question intéresse. La revue Transparence est un espace de réflexion, de témoignage, de partage d'expériences. C'est aussi une plateforme d'information et d'actualité utile et variée sur un phénomène complexe et multidimensionnel. Ce tout premier numéro que nous présentons au grand public aujourd'hui est un document de 29 pages, réparti en 5 grandes composantes. Il y a d'abord les mots d'introduction et de mise en contexte du directeur général de l'ULCC. Ensuite, on a 4 articles qui traitent de thématiques essentielles telles que le rôle de l'éducation dans la lutte contre la corruption, les dimensions anthropo-sociologiques du phénomène, ses effets néfastes sur l'économie nationale et le système judiciaire. Le lecteur y trouvera aussi un coin judiciaire qui reprend et présente les décisions judiciaires sur la corruption. Il y a une rubrique intitulée « Lecture recommandée » qui conseille des publications spécialisées à ceux qui veulent parfaire davantage leurs connaissances sur la matière. La revue fait aussi, dans une autre rubrique, un clin d'œil à l'actualité de la corruption dans le monde. Et justement, dans ce premier numéro, l'ULCC a tenu à reproduire la récente et très profonde déclaration du secrétaire général des Nations Unies sur la corruption dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Et enfin, pour clôturer cette revue, l'ULCC fait une présentation en chiffres, mais aussi une présentation en couleurs, avec des photos, des images de ces récentes activités. Donc voilà en quelques mots cette publication, ce document que vous avez à votre disposition, que nous espérons être une publication de qualité que nous proposons ce matin à la société. L'ULCC remercie tous les contributeurs, internes et externes, tous ceux qui ont écrit, relu, corrigé le document, ceux qui ont participé à la mise en page, à la logistique d'une manière générale. Et déjà, le cap est mis sur le deuxième numéro qui paraîtra dans 6 mois. C'est une revue semestrielle. N'hésitez pas d'ores et déjà à nous faire parvenir vos articles. Transparence n'est pas seulement la revue de l'ULCC, c'est aussi la vôtre. Merci à tous, bonne lecture et bon 9 décembre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes justement arrivés à la fin de cette cérémonie. Un remerciement spécial à vous tous qui avez répondu et merci au directeur général de l'ULCC, au cadre de l'institution, merci aux différents invités, aux directeurs généraux qui sont là, merci aux membres de la presse qui ont tenu à être là, merci à vous tous, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine parution. Merci et bonne fin de journée.